Mesdames, Messieurs les candidats au concours d'entrée à l'École nationale des douanes, je suis très heureux de partager ces moments avec vous pour discuter sur un certain nombre de sujets. Cette année, vous n'êtes pas sans savoir que des thèmes ont été proposés par les autorités. Entre autres thèmes, l'État, l'Assemblée nationale, le pouvoir exécutif, le médiateur de la République, la Haute Cour de justice, le Conseil constitutionnel. Donc il s'agira dans le cadre de ces cours, pour chaque thème, de faire ressortir 2 sujets ou 3 sujets que nous traiterons ensemble. Sans tarder, pour le premier thème, à savoir l'État, j'ai choisi, certes de façon arbitraire, 2 sujets. Le premier sujet est relatif aux approches conceptuelles de l'État. Et pour le deuxième sujet, concernant toujours le thème portant sur l'État, c'est l'État unitaire aujourd'hui. Maintenant, pour le premier sujet, les différentes approches de l'État. La dernière fois, on avait déjà expliqué que la dissertation juridique exigeait le respect d'une certaine méthode, différente des autres, si vous voulez, exercices. En ce qui concerne la dissertation juridique, il y a des étapes que nous devons respecter. La première étape, c'est la situation du sujet dans son contexte. Situation du sujet dans son contexte, c'est, si vous voulez, amener le sujet. C'est ce que vous appelez amener le sujet. Donc, en ce qui concerne l'État, quand on veut situer le sujet dans son contexte, nous pouvons partir de l'idée selon laquelle les individus ou les hommes ont toujours senti la nécessité de vivre en société de façon harmonieuse, et dans des cadres qui n'ont pas souvent pris la dénomination d'État. Celui-ci n'est qu'une forme d'organisation sociétale apparue à partir du XVe siècle. Mais en tant que notion polysémique, l'État peut faire l'objet de différentes définitions ou d'approches. Donc, à partir du moment où je dis que les individus ont senti la nécessité de vivre en société de façon harmonieuse, dans des cadres ne prenant pas souvent la dénomination d'État, et que celui-ci n'est apparu qu'à partir du XVe siècle, en tant que notion polysémique, il peut faire l'objet de différentes définitions ou d'approches. Là, nous avons situé le sujet dans son contexte. Et maintenant, comment poser le sujet? Quand je dis que, en tant que notion ambivalente ou notion polysémique, l'État peut faire l'objet de différentes approches, je dis donc, ces approches font l'objet de notre étude. Quand je dis ces approches font l'objet de notre étude, par là, nous avons posé le sujet. Et maintenant, après avoir posé le sujet, nous devons définir les termes du sujet. Définir les termes du sujet aussi constitue une étape
fondamentale. Dans une dissertation juridique, nous sommes tenus de définir les termes du sujet. Et par approche, on entend une manière d'aborder un concept afin d'en dégager le contour. Il s'agit, en termes simples, d'élaborer quelque chose dans son esprit, de le concevoir. Voilà la définition que nous avons proposée pour l'approche. Et cette définition, nous pouvons justement recourir au dictionnaire français. Ce n'est pas interdit. L'essentiel en est que tout simplement parce que le droit exige une certaine précision, une certaine cohésion. C'est-à-dire qu'il faut être très concis et très précis. Maintenant, en ce qui concerne l'État, nous pouvons définir l'État comme une communauté humaine établie sur un espace géographique sur lequel s'exerce un pouvoir doté d'une personnalité juridique et souveraine. Donc déjà, à partir de cette définition, on peut en tirer la conclusion selon laquelle l'État est composé de 5 éléments. Il s'agit d'abord d'une population, d'un territoire, d'un pouvoir politique, d'une personnalité juridique et d'une souveraineté. Nous y reviendrons. Mais d'abord, déjà à présent, vous devez maintenir cela. Pour l'État, donc en droit, parce que dans toute discipline, chaque discipline a sa façon de concevoir les concepts. Les sociologues ont leur conception, ont une conception qu'ils ont de l'État. Il en est de même des anthropologues ou des historiens. Les juristes aussi, oui, également, ont aussi leur conception de l'État. Et pour nous, la conception de l'État, pour qu'il y ait État, il faut la réunion d'un certain nombre d'éléments. Et quand on dit la réunion d'un certain nombre d'éléments, il faut toujours se faire à l'idée que ces éléments-là ne sont pas alternatifs, mais plutôt cumulatifs. Quand on dit des éléments cumulatifs, ça signifie tout simplement, il suffit que l'un des éléments fasse défaut pour qu'on ne soit plus en présence d'un État. C'est-à-dire, quand vous avez une population, un pouvoir politique, la personnalité juridique et la souveraineté, alors qu'il n'y a pas de territoire, nous ne sommes plus en présence d'un État. Donc voilà la définition pour le moment qu'il faut retenir parce que cela va nous intéresser. Au cours justement des développements à venir. Maintenant, après avoir défini les termes du sujet, vous devez délimiter le sujet. Mais ici, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de délimiter le sujet pour la bonne et simple raison, parce que tout simplement, le sujet a fixé ses propres limites. Quand on me demande les différentes approches de l'État, on ne me demande pas, si vous voulez, les formes d'État. C'est clair. On ne me demande pas le territoire, on ne me demande pas la population, on ne me demande pas de réfléchir sur un élément de l'État. Mais on me demande les différentes approches de l'État. Donc, à partir justement de ce libellé, on peut justement dire que le sujet a fixé ses propres limites. Par conséquent, la problématique ou le problème juridique qu'on peut poser est de savoir, 2 points, quelles sont les différentes approches de l'État. Donc ici, nous avons situé le sujet. Pour situer le sujet, il y a plusieurs méthodes, ou si vous voulez, plusieurs manières de le faire. Mais généralement, nous partons du général pour aboutir au particulier. Nous avons posé le sujet, nous avons délimité le sujet, nous avons posé le problème juridique. Maintenant, dans la vidéo précédente, j'avais dit qu'après avoir posé le problème, vous devez faire ressortir les entrées du sujet. Et l'entrée, ce n'est rien d'autre que le profit, justement tiré sur le plan cognitif, ou sur le plan social, ou sur le plan économique, et même sur le plan historique. Donc sur le plan théorique, quand on dit l'intérêt théorique,
Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement qu'il faut faire ressortir les différentes positions des auteurs par rapport à la question soumise à notre appréciation. Vous n'êtes pas sans savoir que le droit est une science sociale. En tant que tel, il est, si vous voulez, sujet à débat, à controverse. Donc, dans le cadre de l'intérêt théorique, il s'agira tout simplement, pour le candidat, de faire ressortir les différentes positions des auteurs par rapport à la question. Ce qui veut dire que le droit exige une certaine culture. Vous ne pouvez pas prétendre être un bon juriste si vous n'avez pas une culture. Or, la culture s'acquiert par la lecture. Ce que nous constatons de nos jours, c'est que nous sommes réfractaires à la lecture. Vous ne pouvez pas, parce que c'est vrai que le droit, j'ai souvent l'habitude de le dire, que je tiens d'un de mes professeurs, qui disait souvent que le droit n'exige aucune intelligence. C'est faux, c'est vrai en tout état de cause. Ce qui est sûr et certain, que vous ne pouvez pas, ce qui est sûr et certain, que le droit suppose une certaine rigueur qu'on s'impose à soi. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup lire. Maintenant, pour ce qui est justement des différentes approches ou des différentes positions par rapport à la question, il y a certains auteurs qui considèrent que si on doit étudier l'État, on ne doit étudier l'État que sous l'angle sociologique. Que l'État n'existe que lorsque certains éléments sont réunis. Et ces éléments sont la population, le territoire et le pouvoir politique. Pour ces auteurs donc, on ne saurait dire que l'État est une personne, encore moins que l'État est une entité souveraine. C'est la position défendue par Gaston Diez, qui dans sa célèbre phrase disait « Je n'ai jamais déjeuné avec un État ». Par là donc, il fustigeait, si vous voulez, la fixité de la personnalité juridique de l'État. Pour donc Diez, l'État n'est pas une personne. L'État n'est rien d'autre qu'une modalité politique. Mais cette position aussi n'est pas partagée par d'autres auteurs. Il y a certains auteurs qui considèrent, comme si vous Frédéric Jean Paulin, qui résume l'État à la souveraineté. Il y a Soué qui fait une réplique remarquable, si vous voulez, au professeur, à l'éminent professeur Gaston Diez, que si on n'a pas vu l'État, si vous voulez, déjeuner, mais on l'a vu souvent payer la note. Pour dire qu'on ne saurait perdre de vue que l'État est une personne morale. Donc voilà donc ce qu'on doit comprendre par intérêt. L'intérêt aussi peut être pratique. L'intérêt peut être pratique, vous pouvez dire tout simplement, l'étude de l'État nous permet de comprendre que l'État est un concept différent de certains concepts qui lui sont voisins, tels que justement peuple ou nation, que sais-je encore. Après avoir dégagé, si vous voulez, les différentes positions des uns et des autres par rapport justement au sujet, vous devez justifier et annoncer votre plan. Donc vous pouvez dire, puisque l'État est considéré comme étant une modalité sociologique pour certains, et que pour d'autres,
L'État n'est rien d'autre qu'une réalité juridique. Par conséquent, nous allons voir en quoi l'État est une réalité sociologique et en deuxième partie, voir en quoi l'État est une réalité juridique. En termes plus simples, nous allons voir dans une première partie l'approche sociologique et dans une deuxième partie l'approche juridique. Mais ici, il faut comprendre que dans le cadre d'une dissertation littéraire, le candidat vient, il commence à développer ses idées. Mais alors qu'en droit, pour ce qui est du développement, il faut intituler les parties. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais mettre dans un grand 1, je vais écrire grand 1. J'écris grand 1. L'approche sociologique. Maintenant, cette grande 1-là, en principe, doit être divisée en deux sous-parties. Intitulée en grand A et intitulée en grand B. Maintenant, on peut, pour la première partie, faire, ou si vous voulez, faire une annonce. Par cette approche, l'État est une collectivité humaine établie sur un territoire, entre parenthèses, grand A, sur lequel s'exerce un pouvoir politique, entre parenthèses, grand B. Donc, vous venez à la ligne, vous écrivez donc grand A, une collectivité humaine établie sur un territoire. Donc, quand on dit une collectivité humaine établie sur un territoire, la première idée à retenir, c'est qu'on ne peut pas concevoir un État. On ne peut pas concevoir un État sans une population et un territoire. Autant le territoire que la population sont... Autant le territoire que la population, il y a lieu de le souligner, sur un territoire. Donc, quand on dit une collectivité humaine établie sur un territoire, la première idée à retenir, c'est qu'on ne peut pas concevoir un État. On ne peut pas concevoir un État sans une population et un territoire. Autant le territoire que la population sont... Autant le territoire que la population, il y a lieu de le souligner, sont des éléments indispensables pour la constitution de l'État. Pour la population, ce qu'il y a lieu de dire ou de comprendre, c'est que si l'État est une société organisée, c'est d'abord parce qu'il se comporte d'individus sur lesquels s'exerce un pouvoir. Et que la population est un ensemble d'individus soumis à un même ordre juridique. Mais la population est à la fois hétérogène et homogène. Quand on dit que la population est hétérogène, ce qu'il y a lieu de comprendre, ça dit tout simplement que la population peut être composée d'individus n'appartenant pas à la même religion, ou ne parlant pas la même langue, ou par exemple n'ayant pas le même âge. Ça veut dire quoi? On y trouve des étrangers, on y trouve des Libanais, des Maliens, des Guinéens, etc. Dans la population, je veux dire la population sénégalaise, vous y trouvez des Guinéens, vous y trouvez des Maliens, des Sénégalais, etc. Maintenant, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des hommes, etc. Donc ça signifie quoi? Ça signifie donc que la population de l'État est hétérogène. Mais quand on dit que la population de l'État est hétérogène, cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit homogène. Homogène, par homogénéité de la population de l'État, il faut comprendre tout simplement que tous les individus qui vivent sur l'espace de l'État sont tenus de respecter les règles édictées par les pouvoirs politiques. Cela étant précisé, il est nécessaire de se poser la question de savoir, est-ce qu'il y a un seuil
en deçà desquels on ne saurait parler de population. C'est-à-dire, en termes plus simples, est-ce que pour que le droit reconnaisse que nous sommes en présence d'une population, il faut un nombre d'individus bien déterminé? Est-ce qu'il faut 100 000 personnes? Est-ce qu'il faut 200 000 personnes? Est-ce qu'il faut 300 000 ou bien 1 million? À cette question, le droit répond par la négative. C'est ce qui explique d'ailleurs que nous soyons en présence d'États qui sont, si vous voulez, qui sont d'importance moindre numériquement parlant, et que d'autres sont d'une importance sans commune mesure sur le plan numérique. Vous prenez la Chine, qui fait plus d'1 milliard, vous allez par exemple dans les îles Nérou, qui font moins de 10 000, moins de 20 000 habitants. Donc, en cas de cause, si nécessaire soit-elle, la population ne saurait à elle seule expliquer la réalité de l'État. Il faut qu'il y ait un territoire. Et ce territoire n'est rien d'autre une limite, une autorité et l'autorité de l'État. Donc le territoire est pour le pouvoir une condition de son existence. Vous voyez donc son importance. C'est une condition pour le pouvoir de son existence. Parce qu'en réalité, pour être maître, il faut qu'on soit celui. Et le meilleur moyen de l'être est de tracer les limites de son domaine. C'est cette idée qu'on traduit juridiquement en disant que le territoire est un objet de compétence. Le territoire, au-delà de cette idée, le territoire constitue la dimension spatiale dans laquelle s'exerce le pouvoir de l'État. Car c'est lui qui détermine le cadre de compétences rationnelles loquées de l'État sur sa population. Relève donc de l'autorité de l'État tous ceux qui vivent sur son territoire. Ils sont tous subordonnés à la réglementation de l'État. Quand on dit que le territoire joue un rôle important pour l'État, pourquoi? Il joue un rôle important pour l'État pour la bonne et simple raison que le territoire permet à l'État de protéger son indépendance, à fixer les frontières derrière lesquelles il pourra plus efficacement se défendre contre les agressions extérieures. Vous voyez son importance. Parce que tout État, naturellement, tout État doit défendre son État. Donc vous voyez donc le fait donc justement de mettre des frontières, cela permet à l'État de se défendre contre d'éventuelles agressions. Mais le territoire aussi, pour peu qu'il contienne un certain nombre de richesses, peut aider l'État à faire face à ses obligations. Quand nous verrons la personnalité juridique, vous comprendrez davantage. Donc voilà pour le grand A ce qu'il y a lieu de comprendre. Maintenant pour le grand B. Le grand B, il s'agit d'étudier le pouvoir politique. Quand on dit pouvoir politique, il se traduit par une relation de dominance, de domination et d'obéissance. Dans tous les États, il faut qu'il y ait des gens qui commandent et que d'autres obéissent. Donc le pouvoir dans un État dispose de la capacité de commander ses membres et de sanctionner légitimement ses ordres par la force. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire tout simplement, lorsque nous sommes dans un État et que les autorités prennent des mesures, et que si ces mesures-là ne sont pas respectées, l'État peut prendre des mesures allant dans le sens
de sanctionner ceux ou celles qui n'ont pas justement respecté ces mesures. Il permet donc, je veux dire, le pouvoir politique à ses détenteurs de manière unilatérale. Quand on dit de manière unilatérale, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de solliciter l'avis justement des gouvernés. De manière unilatérale, disais-je, de fixer des règles de conduite à l'intention des gouvernés qui sont tenus de s'y plier. Il ne peut être tenu compte dans l'exercice du pouvoir de consentement préalable donc de ces destinataires de la décision arrêtée des gouvernants. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que lorsque les autorités prennent des décisions, elles ne sont pas tenues, si vous voulez, de solliciter l'avis justement des uns et des autres. Les autorités, puisque justement elles ont été élues, liberté leur est alors accordée de fixer des règles, mieux, si besoin, de recourir à la force pour imposer leur volonté. C'est pour ces raisons qu'on dit que l'État est détenteur du monopole de la violence légitime. Le commandement, ou si vous voulez, des autorités a pour contrepartie l'obéissance des gouvernés, qui est conditionnée par la légitimité du pouvoir. Et ne confondez pas légitimité et légalité. Quand on dit légitimité, quand on dit légalité, c'est ce qui est conforme à la loi. Un fait ou un acte peut être légal et non légitime. C'est que légitime, ça signifie tout simplement l'adhésion de la communauté à la loi ainsi posée. Vous voyez la différence? Donc une chose, ou si vous voulez, un acte ou un fait peut être légal sans pour autant être légitime. Donc ici, commandement, pourquoi commandement? C'est parce que tout simplement, c'est nous qui avons, en toute liberté, décidé que ce sont ces gens-là qui vont nous diriger. En toute liberté, nous n'avons pas été contraints. Si aujourd'hui, le président Macky Sall est à la tête de ce pays, ce n'est pas parce que tout simplement il nous a imposé de force sa volonté. Il a, si vous voulez, fait une offre programmatique. Les autres candidats avaient fait de même. Sur la base de ces offres, le peuple, en toute souveraineté, a porté son choix sur le programme de Macky Sall ou du président Macky Sall. Donc, par conséquent, donc, il y a une certaine légitimité, il y a une certaine adhésion justement du peuple à l'offre de Macky Sall, du président Macky Sall. En conséquence, donc, dans un État, les citoyens n'ont pas la possibilité de recourir, n'ont pas le droit de recourir à la force pour se faire rétablir dans leurs droits. Lorsqu'on porte atteinte à vos droits, l'État a mis des institutions, lesquelles institutions sont là pour trancher et rétablir toute personne qui estime que son droit a été bafoué. Donc nul dans un État ne peut se faire justice à soi-même. Maintenant donc, pour la deuxième partie, nous allons voir les approches juridiques. Par approche juridique, il y a deux sous-parties. La première sous-partie, c'est que l'État est une personne morale, c'est le grand A, mais aussi l'État est une entité souveraine. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la personnalité juridique?
Quand on dit personnalité juridique, c'est une fiction juridique qui consiste à ériger l'État en un centre de droit et d'obligation. Donc quand on dit que l'État est une personne morale, ça veut dire que l'État est doté d'une existence propre, différente de celle des membres